La baronne de Valmont pensait que la boue étoufferait les cris pour toujours. Elle achetait Adélaïde dans le marais le plus putride du domaine, persuadée que l'esclave n'était qu'un rebut qu'on oublie. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sous cette vase croupie, le baron avait enterré son propre arrêt de mort quelques heures avant de rendre l'âme. Ce que la noble ne savait pas, c'est que la boue ne garde pas les secrets. Elle les conserve jusqu'à ce que quelqu'un ait assez de rage pour les déterrer. Nous sommes à Saint-Domingue, à la fin du XVIIIe siècle. Le soleil ici ne réchauffe pas, il écrase. La plantation de Valmont est l'une des plus riches de la colonie, mais l'air y est saturé d'une odeur de sucre brûlé et de sang séché. Le baron était un homme dur, mais il avait une règle. Il ne revenait jamais sur sa parole. Adélaïde, elle, était l'ombre de ce manoir. Cuisinière en chef, elle voyait tout à travers la vapeur des marmites. Elle connaissait le rythme des pas dans le couloir, le dosage exact des épices, et surtout, elle savait lire les visages comme on lit les pages d'un livre de contes. Quand le baron est tombé malade, le manoir a changé de visage. La baronne, sa seconde épouse, une femme de 30 ans aux yeux aussi froids que des lames de rasoir, a pris les commandes. Elle ne pleurait pas. Elle attendait. Adélaïde l'observait préparer les tisanes du mourant. Elle a senti l'odeur métallique de l'arsenic, cette petite pointe d'amertume que le miel ne parvenait pas à cacher totalement. Elle a vu la baronne brûler des papiers dans la cheminée de la chambre haute, alors que le baron râlait encore. Elle a tout enregistré dans sa mémoire, chaque geste, chaque flacon déplacé. Regardez bien, certains appellent ça de l'autorité, mais c'est de la cruauté pure et simple, exercée par ceux qui ont tout volé à la pointe de l'épée. Le baron est mort un mardi, sous un ciel de plomb. Avant que le corps ne soit froid, la baronne a fait appeler Adélaïde. Elle ne l'a pas reçue dans le salon, mais sur le perron, là où le vent apporte l'odeur des écuries. Elle tenait un papier à la main. C'était l'acte d'affranchissement qu'Adélaïde attendait depuis 20 ans. Le baron lui avait promis la liberté pour ses bons et loyaux services, et surtout pour son silence. La baronne a regardé Adélaïde dans les yeux, a souri lentement et a déchiré le document en 4. Les morceaux sont tombés dans la poussière. « Tu croyais vraiment sortir d'ici » a-t-elle murmuré. « La cuisine est finie pour toi, tu vas aller là où l'air est aussi noir que ton âme, au marais. » Le marais de la pointe sud était un enfer vert. Une terre où rien ne poussait à part les palétuviers aux racines tordues comme des membres de suppliciés. C'était là que la baronne envoyait ceux qu'elle voulait briser. On ne mourait pas tout de suite là-bas. On s'éteignait lentement, dévoré par les moustiques, la fièvre et le désespoir. Adélaïde a été traînée jusque-là par Lefebvre, le contremaître. Lefebvre était un homme qui aimait son travail. Il aimait le bruit du cuir sur le dos des gens. Il a jeté Adélaïde dans l'eau croupie et lui a tendu une pelle rouillée. « Creuse », lui a-t-il dit. « La baronne veut qu'on assèche ce trou à ras d'ici la fin du mois. Si tu n'avances pas, tu n'auras pas de ration. » Adélaïde n'a pas dit un mot. Elle a pris la pelle. Ses mains de cuisinière, habituées à la finesse des pâtes et au maniement des couteaux d'argent, se sont couvertes de cloques dès la première heure. Mais elle ne se plaignait pas. Elle regardait le sol. Elle cherchait quelque chose. Elle se souvenait d'une nuit d'orage, 3 jours avant la mort du baron. Elle l'avait vu de la fenêtre de sa petite cabane. Il marchait avec difficulté, appuyé sur l'épaule de Bastien, le vieux palefrenier. Il portait un coffret sous le bras. Il s'était enfoncé vers le marais, là où personne n'allait jamais. La baronne pensait punir Adélaïde en l'envoyant ici, mais elle venait de lui offrir la seule chose qui comptait, l'accès au secret. Le problème, c'est que le marais est immense et que la vase bouge. Un objet enterré une nuit peut se retrouver 10 mètres plus loin après une grosse pluie. Adélaïde savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Lefebvre la surveillait du haut de la digue, son fouet à la ceinture, un petit sourire méprisant aux lèvres. Chaque coup de pelle était une agonie. La boue aspirait ses jambes, l'eau montait jusqu'à ses genoux et l'odeur de décomposition lui retournait le cœur. Mais elle continuait. Elle visualisait la scène de cette nuit-là. L'éclair qui avait déchiré le ciel et illuminé le baron, il était près d'un palétuvier particulier, un arbre dont la racine principale formait une croix naturelle. Adélaïde balayait la zone du regard, ignorant les piqûres d'insectes qui lui gonflèrent le visage. Pendant ce temps, au manoir, la baronne de Valmont ne tenait plus en place. Elle avait le titre, elle avait les terres. Mais il lui manquait une chose, le grand livre de comptes et le codicille du testament. Elle savait que son mari n'était pas idiot. Il savait qu'elle l'empoisonnait. Elle avait fouillé chaque tiroir, chaque double fond, chaque lueur de cheminée.
Rien. Elle soupçonnait Adélaïde d'en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître. C'est pour ça qu'elle l'avait envoyée au marais, pour qu'elle craque, pour qu'elle supplie et qu'elle échange son secret contre un retour à la cuisine. Si vous ne supportez pas de voir l'injustice triompher sous des habits de soie, abonnez-vous. Et dites-moi, ce coffret scellé, c'était un espoir pour le baron ou une sentence pour la baronne? Le 3e jour, Lefebvre est descendu dans la boue. Il s'est approché d'Adélaïde, ses bottes de cuir s'enfonçant lourdement. Il a attrapé Adélaïde par le menton, forçant son visage couvert de vase à se lever. Il a vu ses yeux. Ils n'étaient pas brisés. Ils étaient clairs, précis, calculateurs. Ça l'a rendu furieux. Il a serré sa mâchoire. « La baronne veut savoir où est le coffret », a-t-il craché. « Elle sait que tu as vu le vieux sortir cette nuit-là. Dis-moi où il l'a mis et je te sors de cette merde. Sinon je te brise les mains. Tu ne pourras plus jamais tenir une cuillère, encore moins un stylo. » Adélaïde a craché un peu de terre. Elle a regardé Lefebvre avec un calme qui l'a fait reculer d'un pas. Elle ne craignait plus la douleur. Elle avait déjà tout perdu. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Lefebvre, » a-t-elle répondu d'une voix rauque. « Je ne vois que de la boue. » Il l'a frappée. Un coup sec, du revers de la main. Adélaïde est tombée dans l'eau noire. Il a levé son pied pour lui écraser les côtes, mais un cri l'a arrêté depuis la digue. C'était Bastien, le palefrenier. Le vieil homme tremblait, mais il tenait bon. « Laissez-la, Lefebvre. La baronne vous appelle. Il y a un problème avec les chevaux. » Lefebvre a juré à lancer un dernier regard incendiaire à Adélaïde et est remonté vers le manoir. Adélaïde s'est relevée lentement. Son côté lui faisait mal, mais elle a regardé Bastien. Le vieux palefrenier n'a pas dit un mot. Il a juste incliné la tête vers la droite, vers une zone encore plus dense du marais, là où les racines de palétuvier s'entremêlaient comme des serpents. Il savait. Il avait été le complice du baron ce soir-là. La nuit est tombée, apportant avec elle une chaleur moite et étouffante. Adélaïde n'est pas rentrée à sa cabane, elle est restée dans le marais. Elle a attendu que les torches du manoir s'éteignent une à une. Elle rampait dans la vase, guidée par la lueur de la lune qui se reflétait sur l'eau stagnante. Elle cherchait la croix, la racine en forme de croix. Ses doigts fouillaient le limon, rencontrant des branches pourries, des carcasses de crabes, et parfois des choses plus dures qu'elle n'osait pas identifier. Elle s'épuisait. Son souffle devenait court. Et puis, au détour d'un énorme tronc de palétuvier, elle l'a vu, une racine massive tordue par le temps, qui se séparait en 4 branches parfaites. Une croix. Elle a commencé à creuser avec ses mains nues. Elle se moquait des ongles qui s'arrachaient, de la peau qui saignait. Elle creusait avec la force de 20 ans d'esclavage, avec la force de toutes les humiliations subies sur ce perron. À 30 centimètres de profondeur, ses doigts ont heurté quelque chose de froid, quelque chose de lourd. C'était du plomb, un coffret rectangulaire scellé avec une épaisse cire rouge. La cire du baron. Adélaïde a senti son cœur battre contre ses côtes comme un oiseau en cage. Elle l'avait, la preuve de tout, la preuve que la baronne n'était qu'une meurtrière et une voleuse. Mais à cet instant précis, elle a entendu un bruit de branches cassées derrière elle. Elle s'est figée, le coffret contre sa poitrine, couverte de boue de la tête aux pieds. Une silhouette se tenait sur la rive, une lanterne sourde à la main. Ce n'était pas Bastien, c'était Lefebvre. « Alors c'est là qu'il était caché », a-t-il dit avec une voix doucereuse qui donnait la chair de poule. « La baronne va être ravie. Et moi, je vais être riche. » Adélaïde a regardé le coffret, puis l'homme massif qui s'avançait vers elle. Elle était seule dans le noir, avec un objet qui pesait une fortune et une vérité qui valait une vie. Le contremaître a sorti son couteau, la lame brillant faiblement sous la lune. Il n'avait pas l'intention de l'emmener voir la baronne avec le coffret. Il voulait le coffret pour lui, et Adélaïde morte dans la vase. Le silence du marais était total, interrompu seulement par le bourdonnement des insectes et le bruit des pas de Lefebvre dans l'eau. Adélaïde savait qu'elle ne pouvait pas lutter physiquement. Elle était affaiblie, affamée. Mais elle avait une chose que Lefebvre n'avait pas. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle a serré le coffret contre elle et a fait un pas en arrière, s'enfonçant volontairement plus profondément dans la zone mouvante du marais. « Viens le chercher », a-t-elle murmuré. Lefebvre a ri, un rire gras et sûr de lui. Il pensait qu'elle bluffait. Il pensait que la peur la ferait lâcher prise. Il a accéléré le pas, mais soudain,
Son pied a rencontré le vide. Il a poussé un cri étouffé, alors que la vase l'aspirait jusqu'à la taille. Il s'était jeté pile dans le trou qu'Adélaïde avait commencé à creuser, une zone où la terre n'avait plus aucune consistance. Abonnez-vous. Ici, on déterre ce que les puissants voulaient cacher. Et dites-moi, d'après vous, le vieux Bastien va-t-il parler ou la peur va-t-elle l'étouffer? Adélaïde la regardait se débattre. Plus il bougeait, plus il s'enfonçait. Elle aurait pu partir, le laisser là, disparaître dans la nuit avec son trésor. Mais elle s'est arrêtée. Elle a vu la lanterne de Lefebvre tomber dans l'eau et s'éteindre. Elle a vu ses yeux s'écarquiller de terreur. C'était la première fois qu'elle voyait cet homme puissant avoir peur de la terre qu'il prétendait dominer. Elle a attendu qu'il soit enfoncé jusqu'aux épaules avant de faire demi-tour. Elle n'allait pas le tuer. Le marais s'en chargerait, ou le destin. Elle avait une mission plus importante. Elle devait atteindre la route principale. Elle devait trouver Maître Giraud, le notaire royal. Elle devait le faire avant que le soleil ne se lève et que la baronne ne se rende compte que son secret était en train de s'échapper. L'eau montait, le vent se levait, annonçant une tempête tropicale qui allait effacer toutes les traces de cette nuit. Adélaïde serrait le plomb contre son ventre, sentant le froid du métal comme une promesse de justice. Adélaïde courait, les poumons brûlants, le coffret de plomb pressé contre son ventre comme un nouveau-né qu'on veut protéger du froid. Derrière elle, le silence du marais était revenu, seulement troublé par le glouglou sinistre de la vase qui finissait d'avaler Lefebvre. Elle ne s'était pas retournée. Elle savait que si elle regardait en arrière, la peur la clouerait au sol. Le poids du coffret était insupportable, mais c'était un poids nécessaire. C'était le poids de la vérité. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le plus dur n'était pas de trouver la preuve, mais de la garder en vie jusqu'à l'aube. Elle a atteint les cases des esclaves, alors que la première lueur grise commençait à déchirer l'horizon. Elle ne pouvait pas entrer avec cet objet. La baronne ferait fouiller chaque paillasse, dès qu'elle s'apercevrait de la disparition de son contremaître. Adélaïde s'est arrêtée près du puits, là où les seaux d'eau sale servaient à laver les sols du manoir. Elle a regardé autour d'elle. Personne. Elle a glissé le coffret au fond d'un seau rempli d'eau croupie et de restes de charbon. Pour n'importe qui, ce n'était qu'une bassine de déchets. Pour elle, c'était un cercueil pour le secret du baron. Repérez bien ce détail. Dans ces plantations, le moindre changement dans la routine était un signal d'alarme pour ceux qui régnaient par la peur, et la baronne avait les sens aux aguets. La baronne de Valmont n'avait pas dormi. Elle était assise dans son grand fauteuil en acajou, une tasse de chocolat amer à la main. Elle regardait par la fenêtre en direction du marais. Lefebvre aurait dû revenir depuis des heures. Ce n'était pas dans ses habitudes de traîner, surtout quand il y avait une proie à briser. Elle a senti une pointe d'anxiété lui piquer la nuque. Elle a appelé son valet de chambre, un homme terrorisé qui évitait toujours son regard. « Allez chercher Lefebvre », a-t-elle ordonné. « S'il n'est pas au marais, cherchez-le aux écuries. Et amenez-moi Adélaïde, tout de suite. » Quand Adélaïde est entrée dans le salon, elle était couverte de boue séchée. Ses vêtements pendaient, trempés, et une odeur de décomposition émanait d'elle. La baronne a froncé le nez avec dégoût, mais ses yeux brillaient d'une curiosité malsaine. Elle a posé sa tasse lentement. « Tu pues la mort, Adélaïde, » a dit la baronne. « Où est Lefebvre ?»« Je l'ai laissé au marais, madame, » a répondu Adélaïde d'une voix qui ne tremblait pas. « Il travaillait encore quand je suis partie. »« Il travaillait? Ou il cherchait quelque chose pour toi ?» La baronne s'est levée. Elle a tourné autour d'Adélaïde comme un prédateur. Elle a remarqué les mains d'Adélaïde. Les ongles étaient arrachés, les doigts en sang. Ce n'étaient pas des blessures causées par une pelle. C'étaient des blessures de quelqu'un qui avait griffé la terre, qui avait cherché désespérément un trésor enfoui. La baronne a souri, mais c'était un sourire de haine. Elle savait. Elle ne savait pas où était l'objet, mais elle savait qu'Adélaïde l'avait touché. Le problème de la baronne, c'est qu'elle pensait que la violence pouvait tout résoudre. Elle a fait un signe aux gardes de rester à la porte. Emmenez-la au cachot de la vieille tour. Ne lui donnez ni eau ni nourriture. Si elle ne parle pas d'ici ce soir, vous lui briserez les doigts un par un. Adélaïde a été traînée sans ménagement. Alors qu'on la poussait dans le couloir, elle a croisé le regard de Bastien, le vieux palefrenier. Il tenait son chapeau contre sa poitrine, le visage pâle. Il avait vu le seau près du puits. Il avait vu Adélaïde y cacher quelque chose avant d'entrer au manoir. Dans un monde de silence, un simple regard peut devenir une conversation entière. Adélaïde a légèrement incliné la tête vers la gauche.
Bastien a compris. Pendant qu'Adélaïde était enfermée dans l'obscurité du cachot, la baronne est descendue elle-même au marais. Elle n'avait pas peur de salir ses bottines de soie. Elle a trouvé le site de fouille. Elle a vu le chapeau de Lefebvre qui flottait à la surface d'une mare de vase particulièrement noire. Elle a compris que son exécuteur ne reviendrait pas. Mais elle n'a pas pleuré pour lui. Elle a regardé la racine de palétuvier en forme de croix. Le trou était vide. La rage l'a submergé. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Ce coffret contenait de quoi l'envoyer à la guillotine. La fiole d'arsenic, le testament original. Tout ce qu'elle avait cru détruire était revenu des profondeurs pour la hanter. Elle est remontée vers le domaine en hurlant des ordres. « Fouillez tout, les cases, les écuries, le poulailler. Je veux ce coffret. Et prévenez le marchand d'esclaves, le capitaine Morel. Dites-lui que j'ai une pièce à vendre. Elle part sur son navire demain à l'aube, qu'elle ait parlé ou non. Si vous ne supportez pas de voir l'injustice triompher sous des habits de soie, abonnez-vous. Et dites-moi, ce coffret scellé, la preuve du crime, était-ce un dernier cadeau du baron ou sa propre condamnation? Adélaïde était assise sur le sol de pierre froide du cachot. Elle n'avait pas peur de la mort, mais elle avait peur de l'échec. Si elle montait sur ce navire, le secret mourrait avec elle au milieu de l'océan. Elle entendait les bruits de la fouille à l'extérieur, les cris des gardes, le fracas des meubles renversés dans les cases. Il cherchait un coffret de plomb, un objet lourd et imposant. Il ne cherchait pas un vieux seau d'eau sale oublié près du puits. C'est là que la porte du cachot a grincé. Ce n'était pas un garde, c'était Bastien. Il apportait une écuelle de soupe, mais sous le bol il y avait un petit morceau de papier. Bastien ne savait pas lire, mais il savait que les papiers avaient du pouvoir. « La baronne devient folle », a-t-il murmuré en posant l'écuelle. « Elle a fait venir le notaire, maître Giraud. Elle veut lui faire signer des papiers pour vendre le domaine avant que quelqu'un ne trouve ce qu'il y a dans la boue. »« Bastien, écoute-moi, » a dit Adélaïde en attrapant son bras. « Le seau, il faut que tu le prennes. Il faut que tu le caches dans la charrette de foin. Maître Giraud ne doit pas partir avant que je lui parle. C'est trop risqué, Adélaïde. Si elle me prend, on finit tous les deux à la potence. Si tu ne le fais pas, le baron sera mort pour rien. Et nous resterons des chiens jusqu'à la fin de nos jours. » Bastien a hésité. Il était vieux, ses jambes tremblaient, mais il se souvenait de la main du baron sur son épaule cette nuit-là. Il se souvenait de la promesse de liberté. Il a pris l'écuelle vide et est ressorti sans un mot. Dehors, le domaine était en ébullition. Les gardes retournaient les matelas de paille, déchiraient les sacs de grains. La baronne arpentait le perron, son éventail battant l'air nerveusement. Elle a vu Bastien s'approcher du puits. Elle l'a regardé de loin. Le vieux palefrenier a pris le seau d'eau sale, celui-là même où le coffret reposait sous une couche de détritus. Il a fait semblant de vouloir nettoyer les dalles du perron. « Toi !» a crié la baronne. « Qu'est-ce que tu fais avec ce seau ?» Bastien s'est figé. Son cœur frappait sa poitrine comme un marteau. Il a levé le seau avec effort, montrant l'eau noire et malodorante. « C'est pour laver la boue que la cuisinière a laissé dans l'entrée, madame. Elle a tout sali. » La baronne a jeté un regard de dégoût vers le seau. L'odeur de soufre et de charbon qui s'en dégageait était insupportable. Elle a fait un geste de la main pour l'écarter. « Dégage de là. Et jette cette infection loin d'ici. » Bastien a incliné la tête et s'est éloigné lentement, sentant le poids du plomb qui tirait sur ses vieux bras. Il a réussi à atteindre la grange. Il a glissé le coffret sous une pile de harnais usagés, là où personne ne penserait à chercher. Mais alors qu'il se redressait, il a senti une main de fer se poser sur son épaule. C'était Morel, le marchand d'esclaves. Un homme massif avec une cicatrice qui lui barrait la joue et une haleine qui sentait le rhum bon marché. « Le vieux, » a dit Morel avec un sourire cruel, « tu as l'air bien vigoureux pour ton âge. La baronne dit qu'elle a une femme à me vendre, mais je parie qu'elle ferait un bon prix pour un lot de 2. Qu'est-ce que tu caches là-dessous ?» Le monde a semblé s'arrêter pour Bastien. Si Morel fouillait les harnais, tout était fini. La vérité, le testament, la vie d'Adélaïde, tout disparaîtrait dans les cales d'un navire négrier. « Rien, monsieur, » a balbutié Bastien. « Juste du vieux cuir pour les chevaux. » Morel n'était pas un homme qui croyait aux paroles. Il a poussé Bastien de côté et a commencé à écarter les selles et les brides. Ses doigts frôlèrent déjà le coin métallique du coffret quand un cri a retenti depuis la maison principale. « Morel, venez ici,
Maître Giraud est arrivé. C'était la baronne. Elle avait besoin du marchand pour témoigner de la mauvaise conduite d'Adélaïde afin de justifier sa vente rapide. Morel a grogné, a lancé un regard suspicieux à Bastien et a tourné les talons vers le manoir. Bastien a laissé échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. Il a regardé le coffret. Il était encore là. Mais le temps pressait. Maître Giraud, le notaire royal, était un homme de loi rigide. Il n'aimait pas la baronne, mais il suivait les papiers. Et pour l'instant, les seuls papiers qui existaient étaient ceux que la baronne avait falsifiés. Pendant ce temps, dans son cachot, Adélaïde sentait l'humidité de la pierre s'infiltrer dans ses os. Elle savait que Morel était là. Elle savait que le navire l'attendait. Elle s'est approchée de la petite lucarne baraudée qui donnait sur la cour. Elle a vu la voiture noire du notaire s'arrêter devant les marches. Elle a vu la baronne l'accueillir avec une révérence hypocrite. C'était maintenant ou jamais. Adélaïde a commencé à frapper contre la porte de bois massif. Elle ne criait pas « Au secours ». Elle criait le nom du notaire. Maître Giraud, le testament. Regardez sous le sceau rouge. Un garde est arrivé en courant et lui a donné un coup de crosse dans l'estomac à travers le guichet. Adélaïde s'est effondrée, le souffle coupé, mais elle avait réussi. Maître Giraud s'était arrêté sur les marches. Il avait levé les yeux vers la tour. Il avait entendu. La baronne a ri nerveusement, essayant de couvrir le bruit. « Ne faites pas attention, maître. C'est la folie de la fièvre. Cette femme a perdu la tête au marais. Entrons, j'ai les documents prêts pour la vente. » Giraud a froncé les sourcils. Il était légaliste, mais il n'était pas aveugle. Il connaissait le baron. Il savait que l'homme aimait l'ordre, et ce qu'il voyait sur ce domaine, c'était le chaos. « Un instant, madame, » a dit le notaire d'une voix calme. « Pourquoi cette femme crie-t-elle à propos d'un testament? J'ai déjà authentifié celui que vous m'avez présenté le mois dernier. »« Un délire, je vous dis. Morel, emmenez-la au port maintenant. » Morel a fait signe à ses hommes. Ils se sont dirigés vers la tour avec des chaînes. Adélaïde entendait le bruit du métal qui s'approchait. Elle savait que si elle franchissait le seuil de cette tour enchaînée, elle ne reviendrait jamais. Elle a regardé vers la grange. Bastien était là, immobile. Il tenait quelque chose dans ses mains, enveloppé dans une vieille toile de sac. Abonnez-vous. Ici, on tire sur les fils que les puissants ont essayé de couper. Et dites-moi, si vous étiez à la place de Bastien, risqueriez-vous votre vie pour un coffret que vous ne pouvez même pas ouvrir? Morel a ouvert la porte du cachot. La lumière crue a aveuglé Adélaïde. Il l'a saisie par les cheveux et l'a traînée dehors, sur la terre battue de la cour. La baronne regardait la scène avec un plaisir non dissimulé. Maître Giraud, lui, restait en retrait, le visage de marbre. C'est à ce moment-là que Bastien a fait un pas en avant. Il ne marchait plus comme un vieillard courbé. Il portait le sac devant lui, comme une offrande ou une bombe. « Maître Giraud !» a-t-il crié. « Voici ce que le baron a enterré. » La baronne est devenue livide. Elle a hurlé aux gardes de s'emparer de Bastien, mais le notaire a levé la main, un geste si impérieux que tout le monde s'est figé. « Un instant !» a dit Giraud. « Si c'est un objet appartenant au défunt baron, la loi m'oblige à en prendre connaissance avant toute transaction. » Morel a grogné et a resserré sa poigne sur Adélaïde. Il sentait que l'affaire lui échappait. La baronne, elle, sentait le sol se dérober sous ses pieds. La boue était remontée jusqu'à son perron, et elle n'avait plus nulle part où se cacher. La cour du manoir de Valmont était devenue une poudrière. Le silence qui s'était abattu sur l'assemblée était plus lourd que l'air humide de Saint-Domingue avant un ouragan. Maître Giraud, le notaire, tenait le coffret de plomb entre ses mains gantées de blanc, et on pouvait voir ses doigts trembler légèrement sous le poids. La baronne, elle, ne respirait plus. Son visage, d'ordinaire si pâle et poudré, était devenu livide, presque gris sous le soleil de midi. Elle savait que chaque seconde qui passait la rapprochait soit d'un triomphe sanglant, soit de l'échafaud. Le problème, c'est que la justice dans ces colonies ne marchait pas pour tout le monde. Maître Giraud était un homme de loi, certes, mais il était aussi un homme de son temps. Pour lui, la parole d'une esclave couverte de boue et celle d'un vieux palefrenier ne pesait rien face au titre d'une baronne. Il regardait le coffret, puis il regardait la baronne, cherchant une raison de ne pas l'ouvrir. « Madame la baronne, a dit Giraud d'une voix sèche, ce coffret porte le sceau de votre défunt mari. Mais la cire est endommagée par l'humidité. Qu'avez-vous à dire ?»« Je dis que c'est une mise en scène, a hurlé la baronne. Ce coffret a été volé dans le bureau du baron avant sa mort par ces deux malheureux. Ils l'ont enterré pour me faire chanter.
Morel, qu'attendez-vous? Embarquez cette femme et ce vieillard. » Morel, le marchand d'esclaves, a fait un pas en avant, sa main massive se refermant sur le bras d'Adélaïde. Les chaînes ont cliqueté. Adélaïde a senti le froid du fer contre sa peau brûlante, mais elle n'a pas bougé. Elle regardait le coffret. Elle voyait la petite fissure dans le plomb, là où elle avait frappé avec une pierre dans le marais. Elle savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle se souvenait de chaque détail de la nuit où le baron, mourant, avait scellé cet objet. Regardez bien ceci. Il y a des gens qui appellent ça de la tradition, mais c'est de la cruauté avec un nom et un titre de noblesse. Adélaïde a pris une inspiration profonde. L'odeur de la poussière et du cheval de Morel lui montait au nez. Mais elle a forcé sa voix à rester calme. Elle savait que si elle criait, elle perdait. Elle devait parler le langage de l'homme en face d'elle, le langage des faits. « Maître Giraud », a-t-elle dit, et sa voix a porté jusque dans les derniers rangs des domestiques qui s'étaient massés près des écuries. « Si ce coffret a été volé, comment se fait-il que je sache ce qu'il contient avant même que vous ne le forciez ?» Le notaire a levé un sourcil. La baronne a essayé de l'interrompre, mais Giraud a levé la main. « Parlez », a ordonné le notaire. « À l'intérieur », a continué Adélaïde, « il y a un document plié en trois, lié par un ruban de soie noire. C'est le codicille du testament, écrit de la main même du baron le soir où il a commencé à vomir son sang. Et à côté de ce papier, il y a une petite fiole de verre bleu, bouchée par du liège. Elle est à moitié vide. » À la mention de la fiole bleue, la baronne a chancelé. Elle a dû s'appuyer contre l'une des colonnes de marbre du perron. Ses mains, qui tenaient son éventail de dentelle, tremblaient si fort qu'on entendait le craquement du bois. Elle a jeté un regard désespéré à Morel, lui faisant signe d'agir, mais Morel n'était pas un imbécile. Il sentait que le vent tournait. Il n'allait pas risquer de se faire arrêter pour complicité de meurtre pour une simple vente d'esclaves. Maître Giraud a regardé le coffret. Il a sorti un petit canif de sa poche. L'atmosphère était électrique. On n'entendait plus que le bourdonnement des mouches autour des chevaux. Le notaire a commencé à gratter la cire rouge. Chaque éclat qui tombait sur la pierre était comme un coup de glas pour la baronne. Mais ce que personne ne savait, c'est que le baron n'avait pas seulement caché des preuves. Il avait caché un piège. Un piège que seule une mémoire visuelle parfaite, comme celle d'Adélaïde, pouvait aider à désamorcer. Alors que Giraud s'apprêtait à forcer le couvercle de plomb, Adélaïde a crié « Arrêtez! Ne tirez pas sur le couvercle !» Giraud s'est figé, le canif à quelques millimètres du métal. La baronne a ricané, une sorte de gloussement hystérique. « Vous voyez ? Elle a peur. Elle sait que ce coffret est vide ou rempli de mensonges. » « Le baron était un homme méfiant, maître, » a dit Adélaïde, ignorant les insultes. Il savait que si la baronne trouvait ce coffret, elle essaierait de le détruire. Il y a un petit mécanisme, une aiguille empoisonnée dissimulée sous le loquet. Si vous ne tournez pas le coffret vers l'est et ne pressez pas le coin inférieur droit, vous ne l'ouvrirez jamais sans mourir. Un murmure de terreur a parcouru la foule. Giraud a reculé d'un pas, regardant l'objet comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. La baronne, elle, a senti une sueur froide couler entre ses omoplates. Elle se souvenait maintenant. Elle se souvenait que son mari passait des heures dans son atelier avec des horlogers. Elle n'avait jamais compris pourquoi. Si vous ne supportez pas de voir ce genre de mensonges bien habillés, si vous voulez que la vérité sorte enfin de la boue, inscrivez-vous maintenant. Et dites-moi, cette preuve, la fiole bleue, était-ce un dernier avertissement ou une condamnation à mort? Le notaire a hésité. Il a regardé Adélaïde. Elle était là, enchaînée, couverte de la vase du marais qu'on lui avait donné pour la briser. Et pourtant, elle semblait plus souveraine que la femme en robe de soie sur le perron. Giraud a suivi les instructions. Il a tourné le coffret vers le soleil levant. Il a pressé le coin. Un petit déclic métallique a résonné dans le silence. Le couvercle s'est soulevé tout seul, révélant un intérieur tapissé de velours pourri par l'humidité. Maître Giraud a plongé la main à l'intérieur. Il a sorti le document. Le ruban noir était encore intact. Puis, il a sorti la petite fiole bleue. Il l'a tenue devant ses yeux. Le liquide à l'intérieur était d'un blanc laiteux sédimenté au fond. « De l'arsenic », a murmuré Adélaïde. C'est ce qu'elle mettait dans sa tisane chaque soir. J'ai vu le flacon dans ses mains. J'ai vu le baron le lui arracher une nuit avant de s'effondrer. La baronne a soudainement changé de tactique. Elle n'était plus la noble offensée.
Elle est devenue un animal acculé. Elle a bondi vers le notaire pour essayer d'arracher le papier des mains de Giraud. C'est un faux. Mon mari était fou, il était sénile, il ne savait pas ce qu'il écrivait. Mais Morel, voyant que la situation devenait intenable, a lâché Adélaïde et a retenu la baronne par les épaules. Il savait que s'il aidait la justice maintenant, il pourrait peut-être sauver sa propre peau. La baronne se débattait, griffant l'air, ses cheveux se détachant de son chignon parfait. Elle n'était plus qu'une ombre de la femme arrogante qu'elle était quelques minutes plus tôt. Maître Giraud a déplié le testament. Sa lecture était lente, méthodique, insupportable pour les nerfs de ceux qui attendaient. Il a lu à haute voix les dernières volontés du baron de Valmont. Le document était clair. Il révoquait toutes les donations faites à sa seconde épouse, pour cause de comportement infâme et tentative d'empoisonnement. Il nommait ses neveux de France comme héritiers principaux. Et surtout, il stipulait qu'Adélaïde et Bastien devaient être affranchis immédiatement et recevoir une pension à vie prélevée sur les revenus du domaine. C'est là que le véritable tournant a eu lieu, car dans le coffret, il n'y avait pas que le testament. Il y avait une lettre scellée adressée personnellement au gouverneur de la colonie. Une lettre que maître Giraud n'avait pas le droit d'ignorer sous peine d'être accusé de haute trahison. La baronne s'est effondrée sur les genoux. Elle a regardé Adélaïde. Dans ses yeux, il n'y avait plus de mépris, seulement une peur animale. Elle voyait déjà l'ombre de la prison, ou pire. « Tu n'as pas le droit », a-t-elle gémi. « Tu n'es qu'une esclave. »« La boue. Tu aurais dû mourir dans la boue. »« La boue ne ment jamais, madame la baronne, » a répondu Adélaïde en s'approchant d'elle. Elle garde tout. Elle garde les corps, elle garde les coffrets, et elle garde la mémoire de ceux que vous avez essayé d'effacer. Le notaire a fait signe aux gardes du domaine, ceux-là même qui obéissaient à la baronne le matin même. « Arrêtez cette femme », a ordonné Giraud. « Elle sera conduite au Cap pour y être jugée. Maître Morel, votre contrat de vente est nul et non avenu. Ces personnes sont libres de par la volonté du défunt. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Car si la baronne était tombée, le domaine de Valmont était maintenant sans maître. Et dans le chaos qui s'annonçait, tout le monde se demandait ce qu'il adviendrait de la plantation. Les neveux étaient en France. Le domaine était riche, mais il était aussi un symbole de souffrance. Adélaïde a regardé les autres esclaves. Ils attendaient. Ils attendirent de voir si cette liberté n'était qu'un mot sur un papier ou une réalité. Elle a senti le poids des chaînes qu'on commençait à lui retirer. Bastien s'est approché d'elle, ses yeux vieux et fatigués, brillant d'une lueur nouvelle. « On l'a fait, Adélaïde, » a-t-il chuchoté. « Ce n'est que le début, Bastien. On a déterré la vérité. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec. » Mais alors que la baronne était emmenée vers une charrette sous les huées des domestiques, un cavalier est apparu au bout de l'allée des flamboyants. Il galopait à bride abattue, soulevant un nuage de poussière rouge. Il portait l'uniforme des officiers de la milice royale. Il ne venait pas pour la baronne. Il venait avec une nouvelle qui allait tout changer, non seulement pour le domaine de Valmont, mais pour toute la colonie. La baronne s'est arrêtée, un espoir fou brillant dans ses yeux. Peut-être que le chaos extérieur allait la sauver. Peut-être que la loi n'aurait plus d'importance demain. Adélaïde a serré ses poings meurtris. Elle sentait que le sol tremblait encore. La victoire était là, mais elle était fragile comme du verre. Le coffret était ouvert, mais les secrets qu'il avait libérés commençaient à peine à brûler. Le cavalier s'arrêta net devant le perron, son cheval écumant de sueur et de poussière. L'officier de la milice ne regarda même pas la baronne. Il s'approcha directement de maître Giraud, l'ignorant superbement alors qu'elle tentait de reprendre contenance. La tension était telle que le moindre craquement de branche aurait pu déclencher une émeute. L'officier sortit un parchemin officiel, frappé du grand sceau du gouverneur. Ce n'était pas une simple missive, c'était un mandat d'arrêt. Ce que la baronne ignorait, c'est que le baron, dans sa paranoïa finale, n'avait pas seulement enterré un coffret. Il avait aussi envoyé une lettre à un vieil ami au palais du gouverneur, lui demandant d'enquêter si sa mort survenait brusquement, après un repas. Reparaissez bien sur ce moment. La justice est parfois lente, mais quand elle arrive avec des sabres et des sceaux officiels, elle ne recule devant aucune robe de soie. Maître Giraud prit le mandat et le lut en silence. Son visage, déjà sévère, se durcit encore plus. Il regarda la baronne avec un mépris que l'on réserve aux traîtres. La femme, sentant le piège se refermer, tenta une dernière manœuvre désespérée. Elle se tourna vers Morel, le marchand d'esclaves,
et lui glissa quelque chose à l'oreille, une promesse d'or ou de terre. Mais Morel, qui ne vivait que pour le profit et la survie, s'écarta d'elle comme si elle avait la peste. Il savait que le vent avait tourné, et il n'avait aucune intention de finir sa vie dans un cachot pour une veuve déchue. « Madame la baronne de Valmont », commença Giraud d'une voix qui résonna dans toute la cour, « vous êtes officiellement accusée d'homicide par empoisonnement sur la personne de votre époux, le baron de Valmont. Les preuves contenues dans ce coffret, jointes aux témoignages recueillis et aux instructions du gouverneur, sont accablantes. » La baronne poussa un cri qui n'avait plus rien d'humain. Elle se jeta sur le coffret que le notaire tenait encore, ses mains griffant le métal comme si elles pouvaient effacer la réalité. Elle voulait briser la fiole bleue, détruire le liquide laiteux qui criait son crime. Mais Adélaïde fut plus rapide. Malgré ses chaînes à peine retirées, malgré l'épuisement des jours passés dans la vase, elle s'interposa. Elle saisit les poignets de la baronne avec une force née de 20 ans de servitude. « C'est fini, madame », murmura Adélaïde. « La boue a rendu ce que vous avez essayé de noyer. » La baronne la regarda, les yeux injectés de sang. Elle n'était plus la grande dame du domaine. Elle n'était plus qu'une meurtrière prise au piège. Les gardes de la milice s'avancèrent et lui passèrent les fers. Le bruit du métal se refermant sur ses poignets fins fut le son le plus satisfaisant qu'Adélaïde ait jamais entendu. C'était le son de la roue qui tourne, le son d'une vie de mensonge qui s'écroule sous le poids d'un petit flacon de verre. Mais le climax n'était pas encore atteint. Maître Giraud, reprenant son calme, se tourna vers la foule des domestiques et des ouvriers qui observèrent la scène dans un silence de mort. Il déplia la deuxième partie du document trouvé dans le coffret de plomb. C'était le codicille final, celui que la baronne pensait avoir brûlé dans la cheminée, mais dont le baron avait gardé une copie scellée dans le coffret. « Écoutez tous, » dit le notaire. Le baron de Valmont, conscient de sa fin prochaine, a stipulé que ce domaine ne pouvait revenir à une femme qui n'avait pour but que sa destruction. En l'absence d'héritier direct sain d'esprit et de moralité, et jusqu'à l'arrivée des neveux de France, la gestion des terres est confiée à un conseil de tutelle. Mais avant cela, Giraud marqua une pause, regardant Adélaïde droit dans les yeux. « Adélaïde, pour votre fidélité à la vérité et pour avoir préservé l'honneur de votre maître malgré les tourments, le baron vous accorde, par ce document officiel, la pleine et entière liberté. Non seulement pour vous, mais aussi pour Bastien, ici présent. Et il vous lègue une somme de 5000 livres, payable immédiatement sur les coffres du domaine, pour que vous puissiez commencer votre vie là où vous le souhaiterez. » Un murmure monta de la foule. C'était inouï. Une esclave devenant plus riche que bien des petits colons de la côte. Adélaïde sentit ses genoux fléchir. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait plus de larmes pour cet endroit. Elle sentait simplement une immense légèreté, comme si la boue du marais s'était enfin détachée de son âme. Si vous ne pouvez pas fermer les yeux sur ce genre de vérité enterrée, si vous croyez que chaque crime finit par payer son prix, inscrivez-vous. Et dites-moi, cette liberté, le prix de 20 ans de silence, était-ce une récompense ou une réparation tardive? Le transfert de pouvoir fut rapide. La baronne fut jetée dans une charrette, la même qui servait à transporter les sacs de sucre vers le port. Elle hurlait encore des insultes, promettant de se venger, mais ses cris s'étouffaient dans le vent chaud. Morel, voyant qu'il n'avait plus rien à gagner, disparut discrètement vers ses navires, laissant derrière lui une réputation entachée. Lefebvre, le contremaître, ne fut jamais retrouvé. On raconta longtemps que le marais l'avait gardé, comme il avait gardé le coffret, mais que lui, la boue ne le rendrait jamais. Adélaïde passa sa dernière nuit sur le domaine. Elle ne dormit pas dans sa case habituelle. Elle resta assise sur le perron du manoir, là où elle n'avait jamais eu le droit de s'asseoir. Elle regardait les étoiles. Elle pensait au baron. C'était un homme dur, oui. Il avait participé à ce système injuste. Mais à la fin, il avait compris que la seule personne en qui il pouvait avoir confiance n'était pas celle qui partageait son lit, mais celle qui préparait son pain. Sa culpabilité l'avait poussé à faire une dernière bonne action. Ou peut-être était-ce simplement son désir de vengeance d'outre-tombe contre sa femme. Qu'importe la raison, le résultat était là. Le lendemain matin, Bastien vint la trouver. Il portait un petit baluchon et ses yeux brillaient. « Où allons-nous, Adélaïde ?» demanda-t-il. « Loin de l'odeur du sucre, Bastien. Loin de la boue. On dit qu'au sud, il y a des terres où l'on peut vivre
sans que personne ne demande à voir vos papiers toutes les heures. Ils quittèrent la plantation Valmont alors que le soleil se levait. Adélaïde ne se retourna pas une seule fois. Elle ne voulait pas voir les champs de canne, elle ne voulait pas voir la tour du cachot. Elle portait dans sa poche le document signé par le notaire et l'officier, un papier qui pesait plus lourd que l'or. Elle savait que le combat ne faisait que commencer, que le monde extérieur n'était pas tendre avec ceux de sa condition, même libre. Mais elle avait quelque chose que personne ne pourrait plus lui enlever. La certitude que la vérité finit toujours par sortir de terre. La baronne, elle, finit ses jours dans une cellule humide du Cap en attendant son procès. Elle perdit sa beauté, elle perdit sa raison, et elle finit par mourir de la même fièvre qu'elle avait prétendu avoir emporté son mari. La boucle était bouclée. Le poison qu'elle avait distillé avait fini par la consumer elle-même. La logique de l'erreur est implacable. Quand on creuse une tombe pour les autres, on finit souvent par y tomber soi-même. Le domaine de Valmont changea de main plusieurs fois après cela. Les neveux de France arrivèrent, vendirent tout et repartirent avec l'argent. Le marais fut finalement asséché, mais les légendes restèrent. Les anciens racontaient encore, des décennies plus tard, l'histoire de la cuisinière qui avait vaincu une baronne avec une pelle et une mémoire de fer. Inscrivez-vous. Ici, on tire sur les fils de l'histoire pour voir ce qui tombe. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous, est-ce que le baron a agi par justice ou seulement pour se venger d'une femme qu'il détestait? La cupidité finit toujours par creuser sa propre tombe. On peut falsifier des testaments, on peut brûler des preuves, on peut jeter les témoins dans la vase la plus profonde, mais la terre a une mémoire. Elle garde les empreintes, elle conserve les flacons, et elle attend patiemment le moment où quelqu'un aura le courage de plonger la main dans l'eau noire pour en sortir la lumière. La boue ne ment jamais, contrairement aux hommes de pouvoir. Le domaine de Valmont n'est plus qu'une ruine aujourd'hui, recouverte par la jungle. Mais le secret d'Adélaïde, lui, continue de flotter dans l'air chaud de Saint-Domingue, comme un avertissement pour ceux qui pensent que l'on peut bâtir un empire sur des cadavres et des mensonges, sans que la terre ne demande un jour des comptes.